C'est ce soir à 18h qu'Emmanuel Macron se rendra à l'Arc de Triomphe pour fleurir la tombe du soldat inconnu, puisque nous commémorons aujourd'hui les 76 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. Nous sommes en compagnie de Dominique Lormier, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur du livre qui est sorti cette semaine, Les vérités cachées de la France sous l'occupation, publié aux éditions du Rocher. Et vous avez fait un tome 2 de Comme des lions sur les combattants français en Afrique. Dominique Lormier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On commémore le 8 mai la capitulation de l'Allemagne nazie. La signature de la première capitulation a eu lieu à Reims le 7 mai à 2h41 du matin. Mais cette date a disparu de l'histoire. Pourquoi ? Elle a disparu de l'histoire parce qu'elle a été gommée par celle qui a été signée à Berlin, suite à la grande colère de Staline. Lorsque Staline a su que la capitulation de l'Allemagne avait été signée à Reims et non pas à Berlin, qui avait été conquis par l'armée soviétique, Staline a insisté pour que la signature définitive soit signée à Berlin, montrant, en mettant en avant, la toute-puissance de l'armée soviétique qui avait vaincu l'Allemagne. Il convient quand même d'ailleurs de rappeler que sur les 5 500 000 soldats allemands tombés durant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique. Ça permet de mettre en perspective l'ampleur de ce qu'a été l'apport militaire de l'armée soviétique dans la défaite allemande. Et l'URSS qui a eu entre 25 et 27 millions de morts, je crois, civils et militaires réunis. Voilà, absolument. Alors, à Reims, les signataires sont le général Jodl, le général américain Smith, le général russe Sousloparov et le général Seves, français, qui n'est là que comme témoin. Pourquoi ? À mon avis, je pense que c'est la volonté américaine. De toute façon, il faut savoir qu'au moment de la libération, le président Roosevelt voulait placer la France sous administration anglo-américaine. Ce qu'on appelait l'AMGOT. Voilà, ce qu'on a appelé l'AMGOT. Donc, il fallait reléguer la France comme une puissance de seconde zone, du fait de la défaite de 40, ne pas trop mettre en avant les grands faits d'armes de la résistance, des forces françaises libres et de l'armée d'Afrique. Donc, il y avait véritablement une volonté hégémonique américaine de rabaisser la France. Heureusement, Churchill a défendu la France. Et nous avons eu la chance d'avoir également le général de Gaulle. Alors, on signe à Berlin le 8 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui, avec 4 représentants alliés, le maréchal Zhukov, je pense qu'on peut dire le plus grand maréchal soviétique de la Seconde Guerre mondiale, le général américain Spaatz, le général anglais Tedder et le général Delattre de Tassigny. Pour l'Allemagne, c'est Keitel qui signe. Pourquoi la France n'est plus là comme simple témoin, mais comme signataire ? Qu'est-ce qui a changé en 24 heures ? Ce qui a changé, c'est la volonté politique du général de Gaulle de véritablement placer la France parmi les 4 grandes puissances quatre grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Et il met en avant le général Delattre de Tassigny, qui s'est illustré dans la libération de la France. Il y a eu le débarquement de Provence, la libération de Toulon et de Marseille, 2 ports stratégiques, la remontée vers la vallée du Rhône, la conquête des Vosges et de l'Alsace, et il termine la guerre en Allemagne et même dans le Tyrol autrichien. Donc véritablement, ça a été une épopée digne des chevauchées napoléoniennes et qui a permis de hisser la France parmi les 4 grandes puissances, sans oublier l'action décisif de la résistance qui avait fourni quand même 80% des renseignements qui ont permis le débarquement en Normandie, les maquis de la libération qui, avec l'armée de Latte et la division Leclerc, ont libéré 60% du territoire national. Et si on y ajoute les Britanniques, les Canadiens, on arrive à 75% du territoire qui a été libéré uniquement par des unités non américaines et 25% pour les troupes américaines, qui convient également de souligner. Donc véritablement, la France, méritait véritablement de figurer parmi les 4 grandes puissances victorieuses, d'autant plus qu'il y avait eu également la campagne d'Italie où le corps expéditionnaire de Juin avait joué un rôle décisif. C'est eux qui avaient conquis Rome, et également le rôle, et également la bataille du Monte Cassino, et également aussi les combats de Bir Hakeim, où c'est la première brigade française libre qui a bloqué durant 3 semaines l'offensive de Rommel, ce qui a permis aux Britanniques de se rétablir et à l'Allemagne. Donc à plusieurs reprises, la France a joué un rôle, décisif dans la victoire des Alliés. Alors justement, Delattre, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et il remarque immédiatement que le drapeau français ne figure pas parmi les drapeaux alliés. Il parle à un dignitaire soviétique qui lui répond « Et pourquoi pas la Chine ?» Et on fait un drapeau d'une manière absolument incroyable, et vous allez nous la raconter, Dominique Lormier. Oui, le drapeau. Alors le rouge a été confectionné à l'aide d'un drapeau hitlérien. Le blanc a été confectionné grâce à des draps venant d'un hôtel, et le bleu venait des ouvriers métallurgistes soviétiques. Donc véritablement, ça a été un drapeau fait de briques et de broc, mais qui néanmoins permettait à la France de figurer parmi les 4 grandes puissances. Ce sont également des couturières de l'armée soviétique qui ont confectionné le drapeau. Elles l'avaient fait d'ailleurs à l'envers. Il a fallu d'ailleurs le
refaire ensuite. Ah, l'histoire incroyable. Keitel, le haut dignitaire nazi qui signera, dit ah, les Français aussi, il ne manquait plus que ça. Comment expliquez-vous cette présence alors que la France n'était pas à Yalta et qu'elle ne sera pas à Potsdam? Tout à fait. Eh ben, disons une conférence de paix, disons. Ce qui était important, c'est que la France soit là au moment de l'acte de la capitulation de l'Allemagne, parce que ça va lui permettre de figurer parmi les 4 grandes puissances victorieuses, d'avoir une part, je dirais, du butin dans l'occupation de l'Allemagne. La France va quand même occuper un quart du territoire allemand durant des décennies. Il y a eu ce qu'on a appelé l'armée française en Allemagne. Ça a perduré durant des décennies jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc véritablement, la France va figurer parmi les 4 grandes puissances et figurera parmi les 4 grandes puissances également du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. Donc véritablement, on peut dire que l'action qui a été entreprise par le général de Gaulle, mais également Jean Moulin, du fait de l'unification de la résistance derrière la figure emblématique du général de Gaulle, a permis véritablement à la France de figurer parmi les 4 grandes puissances victorieuses. Mais parmi les grands vainqueurs, oui ou non, comme on n'était ni à Yalta ni à Potsdam? Oui, mais néanmoins, on a été, je dirais, épaulé par Churchill. Churchill a souvent défendu la position française. C'est vrai. Alors, même si on n'était pas là sur un plan diplomatique ou politique, on l'était sur un plan militaire avec l'acte de capitulation de l'Allemagne. Je dirais c'était l'essentiel, puisque la France figure quand même parmi les 4 grandes puissances au moment de la signature de la capitulation de l'Allemagne. Et c'était ça, je dirais, le plus important. Vous avez rappelé plein de choses très intéressantes dans vos livres, qu'on ne raconte pas dans les cours d'histoire malheureusement, que si le corps expéditionnaire britannique a pu partir de Dunkerque en 40, c'est grâce au sacrifice de 10 000 soldats français. Vous avez parlé des 60% du territoire libéré par les forces françaises libres et les forces françaises de l'intérieur. Comment expliquer cette espèce de masochisme historique ? Il y a une sorte de masochisme national, c'est-à-dire on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une apologie béate où on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des résistants en France après 45, à un dénigrement systématique suite aux années 70 où on avait tendance à vouloir critiquer le passé des parents ou des grands-parents où on voyait pratiquement que des collabos, alors qu'il faut savoir que la majorité de la population était plutôt attentiste et s'est ralliée assez vite, je dirais, à la cause de la résistance, suite notamment au rafle des Juifs à partir de 1942. Bon, il y a eu la position d'ailleurs de Monseigneur Saliège à Toulouse qui a condamné, je dirais, d'une manière très courageuse, mais également d'autres personnalités, les rafles qui avaient lieu en France. Donc véritablement, et on oublie généralement aussi que la France est un des pays où il y a eu le plus de Juifs sauvés, puisque 75% des Juifs ont été sauvés en France, ce qui place la France en 3e place derrière le Danemark où il y a eu 99% des Juifs sauvés, et 85% en Italie et 75% en France. Donc je dirais que la France n'a pas eu un passé uniquement noir durant l'occupation. Il y a eu également des actes d'héroïsme et de résistance. Merci beaucoup Dominique Lormier, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur du livre qui est sorti cette semaine, Les vérités cachées de la France sous l'occupation, publié aux éditions du Rocher.